Mesdames et messieurs, Abidjan.net reçoit ce matin le secrétaire général du MIDH, Maître Koulibaly Ibrahima. Le MIDH, c'est le mouvement ivoirien des droits humains. Le président de l'institution annoncé à ce rendez-vous a été empêché à la dernière minute. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté de représenter le MIDH avec qui nous allons parler des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. On va y aller avec la première question d'un internaute, monsieur Mbeng Boni Massaré. Il demande quel commentaire faites-vous sur la justice en Côte d'Ivoire de façon globale. Quelle est la lecture du MIDH? Ok, merci beaucoup. Je voudrais profiter de ce micro pour remercier d'abord Abidjan.net pour l'occasion qu'il nous offre de parler des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Mais avant tout propos, permettez que je présente les excuses du président du MIDH, d'abord Abidjan.net et ensuite aux différents internautes de ce qu'il avait voulu bien être là, mais c'est à la dernière minute, c'est même hier soir qu'il a pris l'avion pour Abuja et il a insisté que nous serions là pour parler des droits de l'homme. Ceci dit, en ce qui concerne la question de monsieur, excusez-moi monsieur Kra, en ce qui concerne la question de votre internaute, c'est les commentaires de la justice. C'est monsieur Boni Massaré. Monsieur Boni Massaré, ok. Quand vous prenez les différents textes qui régissent l'institution judiciaire, théoriquement, il n'y a aucun problème. Le droit d'accès est garanti, le principe de la liberté et de l'indépendance des magistrats est garanti. Maintenant, il peut s'observer certaines difficultés. Par exemple, ce que nous notons, c'est la lenteur dans les procédures. Renseignement pris là, par exemple, on nous dit qu'il y a insuffisance de magistrats, par exemple. Voilà. Nous insistons auprès de l'État pour que, si c'est le cas, le nombre de magistrats puisse être augmenté. Maintenant, je suis sûr que peut-être les questions auxquelles les gens s'attendent, c'est le phénomène de la corruption. Bon, mais il faut savoir aussi que aujourd'hui, il n'y a aucun compartiment de notre société qui échappe à cette gangrène-là. Et là aussi, je voudrais interpeller pas seulement les animateurs de l'appareil judiciaire, mais la population elle-même. Parce qu'en général, le réflexe des gens, c'est quoi? Quand ils ont un problème, au lieu de chercher un bon avocat, ils vont chercher à savoir est-ce que tel ou tel connaît un magistrat pour faire un arrangement au mépris de la loi. Et maintenant, demain, quand la même personne est victime, c'est là qu'elle s'aperçoit que l'appareil judiciaire fonctionne mal. Donc c'est l'occasion pour moi de dire aussi à chacun, c'est un combat pour tout le monde. Il faut forcément faire un sacrifice. Quand vous avez un problème, il vaut mieux chercher un bon avocat pour guider vos pas. Voilà. Ok. Alors, l'un des faits majeurs de la justice ivoirienne, c'est le procès de la crise post-électorale. Donc, certains ont parlé, ils parlent encore de justice du vainqueur qui s'installe. Êtes-vous d'avis avec ces commentaires-là? Ok, merci pour cette question. Je crois que à l'entame de ce procès-là, notre président a eu accordé une interview au mensuel panafricain Jeune Afrique. Le président du MIDH. Le président du MIDH, M. Maître Doumbia Yacouba, où il avait qualifié, n'est-ce pas, ce procès de hors d'œuvre. Hors d'œuvre par rapport aux violations des droits de l'homme. Hors d'œuvre, c'est-à-dire que c'était un épiphénomène par rapport aux violations des droits de l'homme, simplement parce qu'il s'agissait d'un procès contre la sécurité de l'État. Ce n'était pas un procès de violation des droits de l'homme. Alors, en parlant de hors d'œuvre, pour nous, on s'attend. Et ce que nous attendons toujours, c'est la violation, le procès des violations des droits de l'homme, pour que les victimes soient soulagées. Voilà. Donc à ce niveau, il y a encore du travail à faire au niveau absolument, de la... Absolument. Et nous continuons de
d'inventorier les victimes et de les assister et de leur donner les conseils adéquats. Ce que nous attendons, c'est le procès des violations des droits de l'homme. Le procès qui vient de se passer, le procès des probables, c'est un procès contre la structure de l'État, à ne pas confondre avec le procès des violations des droits de l'homme. Mais c'est cette confusion-là que beaucoup ont fait, mais je crois aussi que l'accusation a contribué, n'est-ce pas, à faire naître et à installer cette confusion, parce qu'ils ont invité à la barre des témoins et des gens aussi qui se prétendaient être victimes. Alors qu'en réalité, il s'agissait, comme je l'ai dit tantôt, d'un procès contre la sûreté de l'État. Qui doit l'initier, ce volet-là? Si vous prenez les textes, chaque victime a la possibilité de saisir le tribunal. D'accord. Une procédure pénale, vous avez 3 voies. Vous pouvez saisir le parquet, vous pouvez saisir directement par voie de citation directe la juridiction du juge ou bien le juge d'instruction. Mais ici, la difficulté, si vous saisissez direct, si un individu prend l'initiative de saisir l'appareil judiciaire, il sera confronté à un problème parce que le violateur des droits de l'homme, c'est les agents de l'État. Et si vous saisissez vous-même en tant qu'individu, c'est à vous d'apporter la preuve de la violation alléguée. Encore que souvent, l'auteur matériel de la violation n'est pas identifié. Quelquefois, c'est des agents de l'État qui viennent en groupe, soit c'est la nuit, on n'arrive pas à les identifier. Donc ça pose un problème. Alors pour nous, il faut que l'État, qui est chargé d'assurer la sécurité des uns et des autres, fasse ce travail. C'est l'État qui doit initier, n'est-ce pas, cette procédure. Et je crois que, d'autant plus que l'ADA fait des enquêtes qui ont établi certaines responsabilités. Et en plus, il y a la cellule spéciale d'enquête qui a été remise sur pied avec le plaidoyer que la société civile a fait. Et nous nous sommes félicités de cela. Donc, l'État a les moyens et je crois que l'État est en train de travailler à cela. Et nous y veillons à ce que ce procès-là se tienne. D'accord. Alors, autre question d'un internaute, il demande quel est le point de vue du MIDH sur l'opération de déguerpissement des populations constatée ces jours-ci, notamment au niveau des quartiers précaires, mais aussi au niveau de certains opérateurs économiques sur la route de Grand Bassam et même Café de Rome au niveau d'Abidjan. Quelle est la lecture du MIDH sur cette situation? Ok, ici il faut dissocier les deux. La question du déguerpissement des quartiers précaires et puis le déguerpissement de certains opérateurs économiques. En ce qui concerne l'opération de déguerpissement dans les quartiers précaires, effectivement, quand vous voyez les endroits dans lesquels les gens étaient installés, cela mettait même en danger leur vie, surtout quand les pluies arrivent. Alors, l'État a décidé de les déguerpir de là. Pour nous, c'est déjà une bonne chose pour éviter que, en cas de pluie, il y ait des dégâts irréparables. Donc cette question des mises en demeure leur a été servie. Donc juridiquement, il n'y a pas de problème. Maintenant, puisque c'est l'État qui les a laissés se sont installés dans ces endroits. Quand on les déguerpit maintenant, où on les envoie? Voici le problème. Et c'est là que notre procuration intervient. Parce qu'il y a maintenant la question de l'aspect humanitaire et social qui se pose. Est-ce que cela a suivi? Justement, pour nous, non. D'abord, je prends le cas de Gobelé, nous avons documenté, le rapport est prêt, on va le publier. L'État a promis certaines sommes au déguerpi. Mais d'après nos investigations sur le terrain, il y a des personnes qui n'ont pas reçu la somme promise. Voilà. Donc nous avons enquêté, le rapport est prêt. C'est un dossier que nous avons su jusqu'au bout pour qu'on nous dise qu'est-ce qu'il en est de ceux qui devaient percevoir telle ou telle somme. Après cela, quand on les déguerpit là, où est-ce qu'on les envoie? Il faut que l'État nécessairement prenne les mesures
d'accompagnement. Et c'est pourquoi nous sommes surpris que quand le ministère de la Constitution vient déguerpir, que le ministère de la Famille et de l'Enfant n'intervienne pas. Il faut que toutes les structures de l'État qui interviennent concernant l'aspect social soient étroitement associées à ces opérations de déguerpissement. Parce qu'à quoi ça sert de le déguerpir et de le déposer au bord de la route, ou bien de le laisser aller se loger dans un édifice religieux, dans une mosquée ou bien dans une église. C'est le reproche que nous faisons à l'État. À ce niveau-là, l'aspect humanitaire et social n'est pas suffisamment pris en compte. D'accord. Donc, vous avez suivi le dossier et vous entendez remettre un rapport aux autorités. Absolument. Dans le délai immédiatement. Oui, on le fera incessamment. Voilà, on le fera incessamment. Ok. Oui. Alors, il y a eu aussi l'actualité qui a marqué ces dernières années la population ivoirienne, c'est les déchets toxiques. Il y a eu des procès. Pensez-vous qu'à ce niveau-là, les droits des victimes ont été respectés? Sinon, qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce qu'il y a eu quand même des paiements. À votre avis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ou bien, est-ce qu'elle est votre analyse là-dessus? Analyse de la situation. Ok, pour nous, ce dossier, l'État a très mal piloté ce dossier. D'abord, au niveau de la responsabilité pénale. C'est vrai, il y a eu un procès, après les gens ont été libérés, mais pour nous, le procès n'a pas été bien fait pour situer la responsabilité pénale, parce que c'est tellement grave que le procès est passé comme ça, presque inaperçu. Ensuite, vient la responsabilité civile de l'État lui-même. Alors que la Constitution lui fait obligation de protéger les citoyens, de leur garantir un environnement sain, on ne sait pas par quel moyen l'État a laissé des déchets hautement toxiques être déversés dans la ville d'Abidjan. Cela seul suffit, le simple fait de ne pas pouvoir éviter que les déchets soient déversés suffit à engager entièrement la responsabilité de l'État, parce qu'ici il s'agit de droit constitutionnel, c'est-à-dire le droit à un environnement sain qui a été violé par l'État lui-même. Ensuite, les procédures, parce qu'il y a eu un accord bidon, excusez-moi le terme, où l'État s'engage, Trafigura devait verser de l'argent à l'État, où l'État s'engageait à faire de l'indemnisation des victimes son affaire. Mais le problème, c'est que, on n'a pas encore déterminé le nombre de victimes. Encore moins l'étendue des préjudices soufferts. Nous tous qui sommes là, chacun a souffert, on ne sait même pas dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, quels seront véritablement les effets de ces déchets-là sur nos vies, la vie de nos enfants et même de nos petits-enfants. Et on prend, et l'État prend une somme, se substitue aux victimes potentielles et dit, désormais c'est moi qui règle. De sorte que, il y a des procédures que certaines personnes ont initié des procédures. J'ai même accompagné ces personnes qui ont initié des procédures contre Trafigura. Et Trafigura vient brandir à chaque fois. J'ai signé un accord avec l'État, donc allez-y voir l'État. Moi j'en ai fini. Je trouve que c'est totalement irresponsable de la part d'un État traiter ainsi ses concitoyens, ses habitants. L'État a mal géré le dossier. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut rattraper? Est-ce que les procédures peuvent... Oui, on peut rattraper. Toute personne victime de ce dossier toxique-là peut saisir la justice et demander réparation. Seulement, quand l'État a mal géré, les conséquences c'est quoi? Quand vous saisissez la justice, on vous dit de prouver le lien entre les déchets et le mal dont vous souffrez. Ce qui n'est pas du tout facile. Pour bien le faire, il vous faut une expertise. Mais si vous n'avez pas les moyens de faire l'expertise, vous serez débouté. Voici le problème. Alors, Maître Coulibaly, vous avez récemment, le MIDH, lancé vos activités pour l'année 2015. Quels sont les grands axes de ces actions que vous avez menées cette année? Alors, merci pour cette question parce que
nous faisons beaucoup de choses et nous avons envie de faire beaucoup de choses, mais il se trouve qu'on est vraiment limité. Le premier acte de ces activités, c'est d'abord le renforcement des capacités techniques, c'est-à-dire la formation de nos membres et de toute personne intéressée. Parce que nous disons que la première violation, ou du moins le premier risque de violation des droits de l'homme, c'est leur ignorance. Quand vous ignorez vos droits, vous êtes plus exposés. Donc il est bon que les hommes soient, les femmes et les hommes soient formés à ces questions-là. Ensuite, nous avons le renforcement des capacités matérielles et logistiques, c'est-à-dire l'équipement de notre siège social ainsi que de nos sections. On a des sections qui font du bon travail à l'intérieur, mais quelquefois qui n'ont pas de siège parce qu'on est limité dans les moyens. Il faut les trouver des sièges et puis les équiper. Et pour nos besoins financiers, c'est autour de 280 millions. Alors nous avons essayé, lors du lancement donc, de cette activité-là, approcher les entreprises pour les faire comprendre que dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, ils peuvent intervenir au niveau des droits de l'homme. Nous comprenons leurs préoccupations parce que généralement en Afrique sous-tropique, les droits qui sont mis en avant, c'est les droits politiques, la liberté d'expression et même le droit à la vie. Donc, c'est un peu perçu, ces activités-là sont un peu perçues comme des activités politiques à tort. Oui, à tort, mais il y a les droits économiques et sociaux. Ils peuvent intervenir donc à ce niveau-là, n'est-ce pas, dans le cadre de l'exercice, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs responsabilités sociales. Ensuite, nous avons l'assistance judiciaire que nous menons déjà. Nous intervenons également au niveau des prisons pour l'amélioration des conditions de détention, mais aussi des conditions de travail du personnel pénitentiaire. On mène déjà un projet avec NED. Et quand on a déjà fini ce projet-là, on a même collecté des habits qu'on a distribués aux prisonniers. On les a également formés, ainsi que le personnel pénitentiaire, sur les droits et les devoirs des uns et des autres. Voilà. Alors, il y a également la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, qui est véritablement une gangrène dans notre société. Donc, nous sommes actuellement en train de prendre attache avec toutes les institutions, notamment la haute autorité chargée de la bonne gouvernance, pour voir comment nous avons. C'est une bonne initiative. Nous attendons maintenant l'État sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas de créer des institutions, il faut qu'elles fassent leur travail et nous sommes prêts à les accompagner. Nous les avons déjà approchés. Voilà. Nous allons travailler. Ensuite, il y a le travail des enfants, la promotion donc, de la paix, qui est liée donc à l'observation des élections. Parce que nous ne voulons plus revivre les situations antérieures. Voilà. On va maintenant vivre en paix, faire nos activités pour nourrir nos petites familles. Et puis bon, voilà, la vie est belle. Alors, un programme vraiment riche. Ouais. Il nous faut de l'argent. Ah, beaucoup d'argent. Beaucoup. Alors, très souvent, Ouais. au niveau de vos actions, on se rend compte que lorsque Human Rights Watch, qui est une organisation internationale, intervient sur des sujets qui concernent la Côte d'Ivoire, c'est vraiment, ça fait écho, l'écho est énorme. Mais par contre, quand c'est les organisations locales, ben, c'est difficile de vous entendre. Quel est le problème? Bien, le vrai problème pour nous, c'est d'abord une question de moyens. Pourquoi? Parce que Human Rights, quand il y a un problème, ils ont les moyens d'aller enquêter. Parce que notre vrai travail, il faut enquêter. On peut pas parler au hasard. Mais lorsque vous documentez bien une violation et que vous publiez, l'auteur de la violation n'a pas d'autre choix que de rester dans ses petits souliers. Et c'est des organisations qui ont des budgets qui se chiffrent en des dizaines de milliards. Qui doit vous financer? Mais justement, jusqu'à présent, figurez-vous que presque tous nos financements, c'est l'extérieur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de NED, c'est une organisation américaine. Ici, à l'intérieur, on a des difficultés pour avoir des financements. Et maintenant, c'est pourquoi le MIDH est en train d'innover en essayant d'approcher les entreprises
voir comment est-ce qu'elles peuvent nous aider à mener à bien nos activités, à protéger les droits de l'homme, à promouvoir les droits de l'homme. Aujourd'hui, l'État finance les partis politiques. Pourquoi vous n'approchez pas l'État? Mais justement, vous faites très bien de poser cette question. Le problème, c'est que on va le faire, mais parce que ce que nous entendons dans les couloirs, c'est que sur quels critères ils vont financer. Même si ils ont trouvé des critères pour financer les partis politiques, ils peuvent en trouver pour financer les organisations de la société civile. Et puis un autre risque, il y a le risque que vous ne soyez plus indépendant, puisqu'ils vous financent. Vous ne pourrez plus critiquer les non, c'est pas exact. Tout dépend. D'abord, nous, s'ils donnent les financiers, on ne saurait même pas qu'on nous donne l'argent dans un couloir ou dans une chambre. Que ça soit connu publiquement. Et ça nous permet après de faire un bilan, de dire voilà l'usage que nous avons fait de l'argent. C'est comme un peu quand l'État finance la presse. Quand on dit la presse, c'est aussi bien l'opposition, etc. Pour qu'il y ait des bons journalistes bien formés, bien équipés, qui fassent un bon travail. Donc c'est la même chose. Nous également, aussi comme la presse, on veille, n'est-ce pas, au respect des droits de l'homme. Alors, Maître Coulibaly, qu'est-ce que vous reprochez à la justice ivoirienne? Je l'ai dit tantôt, il y a la lenteur. D'accord. Il y a la lenteur, les procès durs, et les populations qui n'ont déjà pas assez de moyens. Finalement, certaines personnes finissent par s'enlacer et puis ils l'abandonnent en cours de chemin. Et ça, vraiment, il faut que l'État voit cet aspect. Voilà. Et des choses sont en train d'être faites, n'est-ce pas? À ce niveau, ou bien vous ne constatez pas une bon, évolution? vraiment, bon, à part le tribunal, je peux parler, il y a le tribunal du commerce, parce qu'il faut aussi savoir que le droit d'entreprendre fait partie des droits de l'homme. Il y a le tribunal du commerce. En tout cas, sur cet aspect, des délais sont imposés là-bas aux magistrats, les délais dans lesquels ils doivent rendre les décisions, et ils respectent ces délais-là. En tout cas, c'est bien. Voilà. Et nous pensons qu'il faut que maintenant les autres suivent. Alors, on va terminer notre entretien. Maître, quel est le message que vous pouvez laisser à nos internautes? Le premier message, c'est d'abord de leur dire merci et de leur présenter encore les excuses donc, du plan du conseil d'administration. Et ensuite, c'est de leur dire que nous venons vers les entreprises parce que nous avons besoin de financement, les entreprises nationales, pour qu'elles acceptent de nous financer, qu'elles ne craignent pas, elles ne seront pas étiquetées d'être de ceci ou de cela. Il y a des droits sociaux et économiques qui méritent d'être protégés, comme les droits politiques et autres. Voilà. Voilà le message que je voulais. Merci beaucoup et à très bientôt.